Je me suis toujours demandé, est-ce qu'on a le droit de tourner de partout? Genre dans un cimetière, dans l'avion ou même dans une ville totalement déserte. Bon, t'es au courant hein, que beaucoup de films sont tournés dans des décors qui sont fabriqués soit en studio, soit sur des fonds verts. Mais quand même, tourner à l'endroit même de l'action, c'est mieux pour le réalisme de la scène. Et en fait, de manière générale, quasi tout est faisable tant que tu demandes l'accord. En France, il faut juste voir avec soit la mairie, soit la mission cinéma chargée de la région. Mais par exemple... Si tu veux tourner dans un cimetière, tu peux, mais avec accord de la paroisse. Par contre, il est interdit de filmer les vrais noms sur les pierres tombales. C'est pas très respectueux, t'as vu. Du coup, c'est le département déco qui va fabriquer en fait des fausses tombes qu'ils vont mettre sur les pelouses et où on verra apparaître le nom des personnages et tout le reste. Bon bah tant que je suis là, j'en ai profité pour aller faire un petit coucou à un copain. Coucou. Bonjour monsieur, merci encore. Si tu veux tourner dans le métro parisien, t'as la station Porte des Lilas qui est fermée au public et qui est justement accessible à ce genre de tournage. Et sinon, il y a la ligne 3 bis qui est pas franchement la plus empruntée et qui permet justement de tourner dans une rame en mouvement. Bien sûr, ça change en fonction des villes. À New York, on utilise la station abandonnée Bowery. À Londres, on préfère filmer en dehors des heures de pointe. Et à Los Angeles, on peut utiliser le faux métro et sa station dans l'un des studios de la ville ou carrément reconstitué en miniature, comme pour le film Speed. Donc parfois, à l'intérieur c'est vrai, mais à l'extérieur c'est faux. Ou vice-versa, comme dans Die Hard 3, Une journée en enfer. Quand il y a la scène du braquage de la Banque fédérale, justement les vues du bâtiment de l'extérieur sont les bonnes, j'y suis même allée, et c'était vraiment trop chouette, mais l'intérieur, c'est un tout autre bâtiment, au cas où des cambrioleurs voudraient s'inspirer. Et pour les musées, est-ce que c'est pour de vrai ? En fait, il faut savoir que lorsqu'une œuvre apparaît à l'écran, il y a tout un tas de gens à prévenir et des droits à payer dans certains cas, sauf si par exemple l'œuvre est dans le domaine public. Mais bon, une fois qu'on a les droits, ça se passe comment? Petite astuce pour savoir si une peinture est réelle ou non, si l'acteur la touche avec ses gros doigts visqueux, tu peux être sûr que c'est une fausse. Par contre, si la scène se passe dans un musée et que tout le monde garde bien ses petites mimines dans ses poches, il y a des chances que ce soit des vrais. Après, je dis bien que c'est possible, c'est pas automatique. Par exemple, dans Da Vinci Code, ils ont dû utiliser une réplique de la Joconde, car tous les projecteurs qui illuminent la scène auraient pu justement endommager le tableau. Et pour les films qui se passent entièrement dans un musée, désolé de vous casser l'ambiance, mais La Nuit au musée, ça a été tourné entièrement dans une réplique faite du Muséum d'histoire naturelle de New York. Et ça, je le sais parce que moi, j'y suis allée justement à ce musée et j'ai demandé à savoir où étaient tournées les scènes du film et on s'est bien foutu de ma gueule. Super souvenir. Bon, parfois c'est un peu compliqué de tourner dans certains endroits, comme dans un avion par exemple. En général, on construit un décor en studio et on fait semblant que ça bouge. Et pour les plans d'avions qui volent, en général, c'est des maquettes sur fond vert. Sauf si c'est un avion de la Oceanic Airlines. T'en as déjà entendu parler de ça, non? C'est une compagnie aérienne qu'on retrouve dans plein de films, mais en fait, elle n'existe pas. C'est notamment la série Lost qui l'a rendue célèbre parce que, évidemment, tu te doutes bien qu'aucune compagnie aérienne n'avait voulu figurer dans la série, On se demande bien pourquoi. Et si on l'utilise si souvent, c'est parce qu'en 1996, pour le film Executive Decision, la production a filmé un véritable avion en plein air avec le logo Oceanic Airlines dessus. Et depuis, on a beaucoup réutilisé ce passage dans d'autres films pour justement éviter de refilmer les plans. Donc oui, les avions c'est pas écolo, mais le recyclage de films, ça existe. Mais si on a envie d'aller plus haut, genre dans l'espace, on fait comment? Soit on met directement des caméras dans une navette spatiale, ou alors on s'appelle Kim Shipenko, qui est le réalisateur de Challenge, le tout premier film entièrement tourné dans la Station Spatiale Internationale ISS en 2021, en seulement 2 jours. Bon, après, si t'as pas de budget, il y a la technique des câbles qui attachent les acteurs et donne l'impression qu'ils flottent, avant de les effacer en post-production. Ou si tu as quand même envie de prendre de l'altitude, tu fais comme avec le film Apollo 13, pour laquelle justement la NASA a prêté un avion Boeing KC-135 pour enchaîner les chutes libres et justement donner quelques secondes d'apesanteur aux acteurs à l'intérieur. On appelle cette technique le vomit comète. On se demande pourquoi. Il existe aussi la technique de la lightbox, comme dans Gravity, qui est en fait une sorte de boîte rotative qui simule la lumière dans l'espace.
Ou alors, t'as la technique du « je me tiens sur un pied », qui fonctionne bien quand t'as de l'équilibre, mais surtout quand t'as pas de budget. Ou à l'inverse, on fait comment si on veut tourner sous l'eau? Et ben sache que c'est un des plus vieux trucs qu'on sait faire au cinéma, puisque le premier film avec des poissons date de 1916. Et ouais mon gars. Ce sont les frères Williamson qui en fait à l'époque avaient inventé un système d'effet de miroir pour tourner 20 milieux sous les mers. Évidemment, hein, depuis le matos a évolué, mais ça reste quand même assez compliqué de tourner en mer à cause des vagues, des tempêtes, la météo, tout ça quoi. La plupart du temps, ce sont des cuves géantes qui sont construites et on demande aux acteurs d'apprendre à retenir leur souffle le temps de tourner les scènes qu'il faut. Hein. On peut évidemment décorer les cuves avec des coraux, des algues et ajouter de la petite poiscaille en post-prod pour rendre tout ça bien réaliste. Ok, mais quand ton film se passe à 80% sous l'eau, tu vas quand même pas demander à tous tes acteurs de devenir plongeurs professionnels. Sauf si tu t'appelles James Cameron et que tu as un budget illimité pour tourner Avatar et la voix de l'eau. Du coup, certains films utilisent la technique du dry for wet. Oui, ça veut juste dire sec pour mouiller. C'est aussi simple que ça. En gros, le tournage se fait sur un plateau normal avec fond vert. Les acteurs sont accrochés avec des harnais suspendus pour simuler les mouvements aquatiques et le reste... on verra ça en post-prod, hein. On ajoute des fausses bulles d'air par-ci, des cheveux qui flottent par-là et de jolis petits reflets. Et parfois, c'est super beau et d'autres fois... ça l'est pas. Ah tiens aussi, là on parle de scène en plein jour, mais si on veut tourner de nuit, on fait comment? Et pendant longtemps, on a justement tourné ces scènes de jour, hein. C'est ce qu'on appelle la nuit américaine, ou Day for Night en anglais. Et le principe, donc, c'est de tourner la scène de jour, puis d'ajouter tout un tas de filtres qui donnent l'impression qu'il fait nuit. C'est justement souvent ce qui donne cette lumière un peu bleutée dans les vieux films, tu vois. Après, ça demande quand même pas mal de boulot, hein, toute une combinaison de filtres qu'on met sur la caméra, des panneaux qui absorbent la lumière ou encore des silhouettes sombres pour créer du contraste. Et ensuite, évidemment, on corrige justement tous les petits détails de couleur en post-production. Après, aujourd'hui, les caméras sont quand même assez sensibles pour pouvoir tourner directement de nuit. Mais bon, ça coûte cher. Et surtout, t'as pas envie de devenir un vampire tellement tu vois pas le soleil pendant 3 semaines. Ou pendant 3 mois, quand tu t'appelles Peter Jackson et que tu es en train de tourner la scène de la bataille du gouffre de Helm. Du coup, on continue de tourner en nuit américaine, mais parfois ça rend les scènes beaucoup trop sombres pour corriger l'effet du soleil. Donc ces dernières années, les films se sont un petit peu réinventés et se sont appropriés des nouvelles technologies, comme par exemple l'infrarouge dans le film Nope de Jordan Peele. Mais pour revenir sur les lieux de tournage, il y a des fois où je me demande si les films et les séries sont réellement tournés là où on dit que c'est tourné. Friends à New York, Scarface à Miami, ou même Chicago à Chicago. Eh non. Quasiment toutes les séries et films sont tournés soit à Los Angeles, soit au Canada. Et en général, c'est pour des questions d'argent, hein, parce que toutes ces autorisations dont on a parlé juste avant, ça peut coûter bonbon. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour voir la différence? Déjà, en fait, si tu vois quasiment que des scènes en intérieur ou des plans super serrés sur les acteurs avec seulement parfois une image ou deux en drone qui survole la ville, c'est que c'est tourné en studio. Et à l'inverse, il y a énormément de scènes en extérieur avec des super beaux plans sur la ville avec les acteurs devant, c'est que c'est local. Dans la série Lucifer, par exemple, qui est censée se passer à Los Angeles, les 2 premières saisons sont très souvent à l'intérieur des bâtiments. Parce que ils tournaient en réalité au Canada. Mais comme à partir de la saison 3, ils avaient suffisamment de moula et que du coup ils ont pu déménager à Los Angeles, ça se voit. Et vraiment quand t'enchaînes les saisons, je trouve que ça donne l'impression de respirer d'un coup tellement on est tout le temps dehors. Mais justement, ça se passe comment quand on veut tourner dehors? Si par exemple on veut tourner dans une ville qui est totalement vide, comme Danny Boyle dans 28 jours plus tard, il faut se lever tôt, très tôt. Danny Boyle a eu l'autorisation de bloquer la circulation et en fait il tournait par séquence de 45 minutes juste après le lever du soleil. Et en fait de manière générale quand on veut tourner dans une ville très peuplée, on fait ça à des heures soit très matinales, soit tout simplement en bloquant tous des tronçons de rue pendant un certain temps. Récemment le dernier Spider-Man a été tourné dans les rues de Glasgow et si tu regardes bien tu vois que des attroupements de curieux sont formés près des barrières de blocage. Mais il faut pas non plus que ça dure trop longtemps, hein, parce que y a des gens qui vivent ou qui travaillent dans ces immeubles. Mais alors, si un tournage dure très longtemps dans un endroit particulier, est-ce que juste on vire les gens de chez eux?
Encore une fois, hein, les décors sont souvent reconstruits en studio et on ne tourne pas réellement là où on voit les extérieurs et on croit que l'histoire se passe. Mais parfois, ça arrive que oui, on ait besoin de tourner dans un immeuble, un appartement ou des bureaux et que on ait besoin de faire dégager les gens qui y sont. En France, on a toute une réglementation autour de la location de lieux privatifs pour des tournages. Toi, par exemple, tu peux louer ta maison, ton appart, pour un tournage de film, de série ou même un shooting photo. Évidemment, il y a besoin de l'accord du propriétaire si ce n'est pas toi, mais aussi de la copropriété si vous tournez dans les parties communes. Après, je vais pas te mentir, ça va être sûrement un peu compliqué de louer ton 23 mètres carrés, hein, parce que les productions cherchent souvent des lieux assez originaux, mais surtout grands, et très grands pour accueillir le tournage, mais surtout toute l'équipe technique. Donc oui, hein, si tu te demandes pourquoi à chaque fois ils ont des appartements de dingo dans les films et séries, c'est juste que c'est pas forcément très pratique de tourner dans plus petit. Après, si tu veux jeter un coup d'œil, il y a plein de sites qui répertorient justement des lieux qui sont possibles à la location, comme 20 000 lieux ou Office Riders. Mais attends, où est-ce qu'ils vont ces habitants pendant le tournage? Et en fait, si le tournage ne dure qu'une journée, ils peuvent rentrer chez eux le soir, mais parfois, si ça dure plus longtemps, la production peut prendre en charge de les reloger dans un hôtel le temps du tournage, mais la plupart du temps, ils doivent se débrouiller. Mais parfois, on veut tourner quelque part, mais ce quelque part a pas envie que tu tournes là, hein. Quand on est dans un immeuble, les voisins n'ont pas forcément envie d'entendre 45 fois une prise d'un couple qui se dispute ou de voir des projets de lumière par les fenêtres toute la nuit. Le meilleur exemple pour ça, c'est le film Lost in La Mancha, un making-of qui raconte comment le tournage de l'adaptation de Don Quichotte de Terry Gilliam ne s'est pas du tout bien passé. En plus de tous les problèmes d'orgas, techniques et maladies, ils ont eu le droit à de la pluie dans le désert, qui a détruit une bonne partie du matériel, ou à des tests de vol d'avion de l'armée juste à côté de là où ils tournaient. L'ingé son devait être ravi. Et justement, il y a plein d'endroits dans le monde où on n'a pas le droit de tourner, parce que ils se trouvent à côté d'infrastructures militaires ou totalement confidentielles. Et en parlant de la pluie, on fait comment justement quand on a des besoins de météo très spécifiques? Parce que sauf si les prods savent faire la danse de la pluie, et je sais qu'il y en a qui rêveraient d'avoir ce super pouvoir, c'est un peu compliqué de gérer la météo. Et c'est justement une des raisons pour laquelle Hollywood se trouve en Californie. En 1910, les gros studios voulaient se développer hors de New York et surtout des États du Nord, où Thomas Edison, qui est donc l'inventeur américain du cinéma, avait la main mise sur tous les brevets et inventions de ses caméras. Et en plus, sur les terres du Nord, il faisait pas forcément très beau, hein. Donc deux cinéastes, Cecil B. DeMille et D.W. Griffith, ont redécouvert la Californie, où il fait soleil 300 jours à l'année et où les paysages varient de la montagne à l'océan. Ça, c'était juste parfait pour éclairer les films à l'époque. Mais par contre, si on veut de la pluie ou de la neige par exemple, on fait comment? Bon, pour la pluie, c'est facile, hein. Un tuyau d'arrosage devait faire le ciel et voilà, le tour est joué. Tu l'as déjà fait dans ton jardin une fois ou deux. Mais pour la neige, en fait, pendant longtemps, on utilisait du sel, de la farine, des flocons de pommes de terre ou encore de l'amiante. C'était sympa les années 40 quand même, hein. On savait s'amuser. Pour recouvrir les grandes surfaces, on peut faire un mélange de papier broyé et d'eau, mais alors ça c'est seulement pour les tournages en extérieur, hein, parce que c'est vachement inflammable ce merdier. Et en studio, on va plutôt préférer tout ce qui est tapis blanc ou de la mousse en aérosol. Et pour la neige qui tombe, en général on va utiliser des canons à mousse ou des canons à neige, le tout évidemment complété par des ajouts en post-production. Et pour être sûr d'avoir la meilleure neige pour son film, on peut faire appel à Snow Business, l'entreprise anglaise reine de l'enneigement de films. Oui, c'est très précis comme business. Après, ce que je préfère avec les décors, c'est quand ils s'adaptent. Besoin d'un décor gigantesque type cité postmoderne? Aucun souci, tu prends le RER direction l'espace Abraxas à Noisy-le-Grand, où la suite de Hunger Games a été tournée pour faire croire qu'ils sont dans le Capitole. Ah non, finalement on va prendre un bâtiment de style néo-roman avec des escaliers en fer qui s'entremêlent et un côté un peu austère mais aussi à la fois très mystérieux. Bienvenue au Bradbury Building à Los Angeles, qu'on retrouve dans Blade Runner ou encore The Artist de Michel Hazanavicius. En fait, finalement, on va prendre un lieu super romantique mais qui puisse à la fois faire intergalactique. Vous avez ça? Absolument, venez visiter la Villa Balbianello sur le lac de Como en Italie. Vous y verrez sans doute Padmé et Anakin se faire des petits bisous. En vrai, ma passion, les lieux dits normaux qui sont utilisés dans des films de science-fiction. J'adore.
Mais parfois, il faut adapter le lieu pour qu'il aille avec l'ambiance. Par exemple, si des gamins veulent visiter une maison sale et abandonnée, la toute première chose à faire, c'est la nettoyer. Bah oui, t'as pas envie que tes acteurs ils attrapent la malaria non plus. Puis une fois que ton plateau et tes accessoires sont totalement propres, on a toute une panoplie de techniques pour justement rendre ça bien dégueu. Il y a par exemple le pistolet à toile d'araignée, le pistolet à poussière et tout un tas d'autres pistolets et de sprays que le département artistique se fera un plaisir d'appliquer un petit peu de tout partout. On utilise aussi beaucoup d'accessoires parce que pour le coup c'est beaucoup plus simple à disposer puis à enlever à la fin de la journée de tournage. Et ensuite, évidemment, on peut jouer avec la lumière et les angles de caméra, surtout si on tourne dans un vrai lieu et pas sur un plateau. Créer des ombres dans un décor sale, en fait, c'est souvent bien plus efficace que de tout dégueulasser parce que notre imagination de spectateur fera le boulot à la place des techniciens. Mais avec tout ce qu'on a dit, moi, il y a une dernière question que je me pose. Est-ce que tourner un film dans un lieu, c'est bon pour le lieu ? Évidemment, le plus important, c'est de respecter son environnement. Un tournage, ça a un impact écologique. Alors bon, je te rassure, on est quand même assez loin des émissions des gros pollueurs, mais un film, c'est quand même en moyenne 750 tonnes de CO2 et toute l'industrie du cinéma en France produit environ 1,7 million de tonnes de CO2 par an. L'équivalent d'une ville comme Reims, par exemple. Après, il faut dire que le cinéma, c'est le croisement de plein d'autres industries. Y a la construction des décors, le transport des équipes de tournage, des acteurs en tournée de promotion, la nourriture sur les plateaux et surtout, évidemment, l'éclairage, qui est intensif, mais surtout indispensable pour que le film ressemble à quelque chose. Et là, je te parle même pas des grosses productions comme Apocalypse Now, qui a quand même cramé 4500 litres d'essence pour l'ouverture du film. Voilà, c'est déjà pas mal. Ou encore Titanic, qui a gaspillé 65 millions de tonnes d'eau. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Eh bien, bonne nouvelle, il y a des solutions. On peut par exemple recycler les décors et les costumes plutôt que de les jeter, privilégier des logements de proximité par rapport au lieu de tournage pour limiter tout ce qui est déplacement. On peut aussi utiliser des générateurs à hydrogène, poser des panneaux solaires sur les studios ou encore proposer des repas végétariens et des gourdes réutilisables pendant le tournage. Alors, il y a encore plein d'autres initiatives, mais en tout cas, ça peut commencer à aider justement à proposer des films plus respectueux de l'environnement et qu'on finisse pas tous à cramer des palmiers à la Apocalypse Now dans 10 ans. Et aussi, il faut penser à l'après-sortie du film. Moi, par exemple, l'intégralité de mes voyages que je fais en vacances, justement, c'est pour aller visiter des anciens lieux de tournage. Aux États-Unis, j'ai visité les lieux de tournage de Forrest Gump, de Rocky, Une journée en enfer. Cet été, je suis allée en Écosse, donc j'ai vu les lieux de tournage de Skyfall et des films Harry Potter. Bref, le tourisme cinéma existe. Et ça peut être ultra positif, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, qui a permis de développer le tourisme en Nouvelle-Zélande, et parfois beaucoup plus négatif, avec justement beaucoup trop de touristes sur ces lieux. Et je peux te le dire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux au Glenfinnan Viaduct, qui est donc en Écosse, et c'est là où passe le Polar Express. Et pour le coup, c'était blindé sur cette colline. Bref, penser à un tournage de film, c'est aussi réfléchir aux conséquences qu'il y aura sur les lieux a posteriori. Et toi, t'aimerais savoir quoi d'autre sur les lieux de tournage? N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et j'y répondrai soit ici sur YouTube en version longue, soit sur mon Instagram et mon TikTok en version plus courte. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien me demander?